merci de votre fidélité. Bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne qui nous suit ce soir. Il est 20h. Bienvenue dans cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La naissance du Christ, célébrée ce 25 décembre par la communauté chrétienne, l'archevêque de Dakar a délivré son traditionnel message à l'endroit des fidèles, un message axé sur les violences faites aux femmes et aux enfants, les dérives sur les réseaux sociaux, la tension verbale et physique qui sévit en permanence au sein de l'espace politique. Pas de Noël sans cadeau, toutefois, cette année les clients se font encore désirer. L'inflation mondiale serait passée par là. Résultat, nombreux sont les parents qui se rabattent sur les jouets à moindre prix. À la une de l'actualité politique, le rapport de la Cour des comptes. Malgré les arguments brandis par le gouvernement, l'opposition, loin d'être convaincue, exige des sanctions. Elle réclame la traduction des ministres incriminés devant la haute cour de justice. Et puis partira pas. La décision du chef de l'État de briguer ou pas un autre mandat alimente les débats au sein du landerneau politique. Dans cette édition, les points de vue de Maïmouna Sissoko et Alassane Seck, respectivement responsables APR et président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La communauté chrétienne célèbre la fête de Noël qui marque la naissance du Christ. L'archevêque de Dakar a délivré son traditionnel message à l'occasion de la célébration de la Nativité. Monseigneur Benjamin Ndiaye est revenu sur le sens de la fête. Je vous propose de l'écouter. Voici Noël de l'an de grâce 2022. Nous célébrons l'avènement du Sauveur Jésus-Christ dans la vie des hommes. Lui, le Verbe de Dieu, s'est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous, pour qu'en sa présence, nous vivions comme des enfants bien-aimés du Père. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Notre Sauveur est né sur la terre. Aujourd'hui, pour nous descend du ciel la paix véritable. Laissons-nous toucher par l'humilité de Dieu qui vient demeurer en nous, avec nous, pour notre bien. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur dans le mystère de Noël. Que ce Noël 2022 fasse de nous tous, dans notre cher pays, le Sénégal, des missionnaires et des bâtisseurs de la paix, en parole et en acte, comme nous y invite le chœur des anges dans la nuit de Bethléem à travers ses paroles. Les violences faites aux femmes et aux enfants, les nombreuses dérives sur les réseaux sociaux, la tension verbale et physique qui sévit au sein de l'espace politique, entre autres points sur lesquels Monseigneur Benjamin Ndiaye est revenu dans son message de Noël. Le guide religieux appelle les populations à œuvrer pour la paix et à s'aimer mutuellement. L'archevêque de Dakar s'est prononcé à Thiaroye, où il était dans une école privée pour la distribution de cadeaux de Noël aux enfants. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. Dans son traditionnel message de Noël, Monseigneur Benjamin Ndiaye est revenu sur le climat social tendu ces derniers temps, notamment les violences verbales notées sur le terrain politique. L'archevêque de Dakar appelle les citoyens à plus de responsabilités et à œuvrer pour la paix. Ne polluons pas la paix sociale par des paroles, des actes ou des gestes inappropriés. La violence verbale et physique a atteint des proportions inquiétantes dans notre société, au point de constituer même une menace contre l'harmonie sociale. Elle scandalise les plus faibles et donne à croire que nous avons du mal à instaurer un débat d'idées, même contradictoires, dans le respect des personnes, des institutions et des valeurs morales reçues de nos traditions ancestrales et de nos croyances religieuses.
Les dérives notées sur les réseaux sociaux ont également été évoquées par Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'archevêque de Dakar plaide pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. En pensant à l'usage des réseaux sociaux, comment ne pas nous convaincre que c'est en définitive l'utilisateur qui pose problème? Car c'est lui, avec sa conscience, qui qualifie l'usage qu'il fait de l'instrument. Suivant ses motivations, ses pensées et ses pulsions, il peut en faire des moyens de bienfaisance ou de malfaisance. Ne portons pas préjudice à des personnes, à des familles, à des groupes, à des institutions par des comportements déviants et malhonnêtes dans l'intention de nuire par le mensonge ou la manipulation. Dans ce contexte marqué par les violences faites aux femmes et aux enfants, l'archevêque de Dakar demande beaucoup plus de protection à l'égard de ces couches vulnérables. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et de se garder pur au milieu du monde. Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans son message, a également formulé des prières pour la paix au Sénégal, non sans manquer de souhaiter un joyeux Noël à l'ensemble de la communauté chrétienne. Et justement, Ibrahima Kane, vous l'avez dit, pour faire justement honneur à la communauté chrétienne qui nous regarde ce soir, nous allons à la découverte d'une des plus vieilles cathédrales, si ce n'est la plus vieille cathédrale du Sénégal. Elle se trouve à Saint-Louis, un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La pose de la première pierre a eu lieu en 1827, avant sa consécration le 4 novembre 1828. L'édifice, tenez-vous bien, a aujourd'hui 194 ans. Un site où repose le préfet apostolique du Sénégal, Jean-Claude Duré, et les deux premiers évêques du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck, ont visité cette cathédrale pour nos reportages. La cathédrale de Saint-Louis du Sénégal est la plus ancienne église de l'Afrique de l'Ouest. Abbé Lucoli, le curé, nous a ouvert les portes du lieu saint, un endroit historique classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Saint-Louis est construite avec l'implication de la mère Anne-Marie Javoué. Et c'est à la reprise de l'île par les Français en 1817. Voilà, c'est là où les choses ont commencé à changer, et particulièrement avec l'arrivée de la mère Anne-Marie Javoué en 1822. La fondatrice de l'ordre des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à son arrivée sur l'île de Saint-Louis en 1822, a réclamé la construction d'une véritable église. Elle sera soutenue par les autorités administratives. La pose de la première pierre a eu lieu le 11 février 1827. Et les travaux ont démarré. Voilà, à peu près 2 ans après, ils ont commencé les offices ici, et la consécration de la cathédrale a été faite le 4 novembre 1828. Voilà, et depuis lors, cette cathédrale est là. Voilà, 194 ans cette année. Nous avons célébré le 4 novembre 2022, le 194e anniversaire de la consécration de cette cathédrale. Dans ce lieu repose le préfet apostolique du Sénégal, Jean-Claude Duret, et le premier évêque Prosper Dots et son remplaçant Pierre Sagna. Ici, la tombe de Monseigneur Prosper Dots, qui était évêque à Ziguinchor. Il a été affecté de Ziguinchor à Saint-Louis, et il a été remplacé par Monseigneur Pierre Sagna. L'autre, il est plus ancien encore. Lui, il était préfet apostolique. C'est Monseigneur Duré. La cathédrale est située au cœur de Saint-Louis, à l'entrée du quartier sud. Un grand monument historique qui aura bientôt 200 ans, mais qui a été réhabilité grâce à l'accompagnement de la France. La fête de Noël fêtée un peu partout au Sénégal, c'est le cas à Diassap, un village de Thiès dans la commune de Fandène. Sur place, les habitants préparent activement la fête de Noël, mais ils avouent dans un contexte très difficile. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Diassap, un village situé à 2 km de Thiès, dans la commune de Fandène, les populations pensent déjà à la fête de Noël. Elles célèbrent la naissance de Jésus-Christ.
Dans les maisons, l'heure est au dernier réglage, nettoyage, travaux d'entretien pour accueillir des invités et parents. Comme d'habitude, c'est la routine. Là, on était en train de préparer les baptêmes pour ce soir. Et on avait une petite préparation avec le curé de la paroisse, Abbé Charles. La messe, c'est ce soir à 22h, la messe de minuit, et demain, il y aura la messe du jour à 10h, oui, le dimanche. Dans les maisons, les femmes s'activent à la préparation, etc. Oui, tout le monde est convié, les parents. Nous invitons tout le monde, tous les gens qui aspirent à venir célébrer cette nativité du Christ avec nous. Vous voyez l'ambiance dans le village. On est en train de préparer, comme depuis le début de la semaine. Vous voyez, le village est tout propre. Il y aura de la sauce, de la viande, des boissons. Tout le monde, quand vous venez, vous allez manger à votre soif. On va préparer de la viande de porc et de la viande de poulet aussi. Certaines familles ne s'en cachent pas. Cette année, la cherté du porc et des condiments constitue un problème. Noël, le temps d'un week-end, les habitants du village de Yassap vont organiser aussi des spectacles entre soirées dansantes et mbilim. Chacun y trouve son compte. Ici à Dakar, au rond-point Sandaga, plus précisément, jouets, guirlandes de sapins de Noël inondent le marché. Cette année, le business ne marche pas bien si l'on en croit les vendeurs établis au niveau du rond-point Sandaga. Avec l'inflation mondiale, les prix ont augmenté. L'achat des petits jouets demeure une alternative pour les parents qui trouvent ces prix excessifs. Fatima Touré et Maud Diop y ont fait un tour reportage. Sandaga, sapins, guirlandes et cadeaux pour enfants comblent le décor. En cette veille de Noël, le lieu est bombé de monde, mais le commerce semble être au ralenti selon certains vendeurs. Raison évoquée, la conjoncture économique. Comme par exemple, j'ai des jeux éducatifs comme jeux de mots, jeux de lettres, les chiffres, les animaux, apprendre les animaux. Rien ne marche cette année, les clients ne viennent pas. Et pourtant, les prix sont abordables. Par exemple, je vends des sapins à partir de 15 000, 25 000, 30 000. Mais les clients ne font que marchander et partir. Vraiment, c'est trop dur. par rapport à daaw quoi ren moom affaire doxagul quoi client ay 25 000 am na ay 30 000 xam nga sapin ren gars yi doon indi lu bëri quoi moo la gars yi nag instant ni affaire dafa commencé seer nag trop. Même si écouler certains produits reste difficile pour ces vendeurs, les petits objets à moindre coût apparaissent comme une alternative pour gagner de l'argent. Je vends de petits objets, poupées, voitures, pistolets. Grâce à Dieu, je m'en sors bien. Les prix sont vraiment abordables. C'est à partir de 4 000 jusqu'à 10 000 francs CFA. On loit mon boire 5 000 dirhams, boire 10 000 dirhams, boire 4 000 dirhams. Je vendais des habits, mais durant les fêtes de Noël et de fin d'année, je change de métier pour gagner un peu d'argent. Je reste devant cette boutique. Si les clients achètent des objets, moi je leur fais l'emballage. Je le fais avec du papier cadeau, très pratique. Les prix dépendent de la taille du produit. Décembre rime avec fête, surtout pour les tout petits. Toutefois, cette année, le contexte économique difficile constitue un bémol pour bon nombre de parents. Allez, on passe à l'actualité politique à présent. Après les révélations de la Cour des comptes sur la gestion nébuleuse des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, la réaction de l'État peu convaincante aux yeux de l'opposition. Celle-ci réclame une haute cour de justice pour y traduire les ministres incriminés. Pour la société civile, au contraire, l'État est sur la bonne voie, mais il doit y aller jusqu'au bout pour élucider cette affaire. Divergence de point de vue dans ce point signé Pape Faraning. À la suite des prévarications présumées révélées par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, la réaction de l'État sur cette affaire est diversement appréciée. Si la société civile prend acte, l'opposition constate une lenteur. Parce que c'est déjà bien, c'est un bon début, mais il faut joindre l'acte à la parole. Je crois qu'ils ont annoncé les mesures, mais il faut qu'ils tiennent promesse. On les a à l'œil, à mon avis. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, que ceux qui gèrent nos ressources publiques sachent que
le peuple les a à l'œil. Ça ne va plus être comme avant. Et donc, ce qu'on attend du gouvernement, c'est ce qu'il est en train de faire, mais il doit le faire avec célérité aussi. Je pense qu'après les révélations de la Cour des comptes, ce qui était plus important et ce qu'on attendait d'eux, c'est de prendre leurs responsabilités en saisissant la justice, mais aussi ne pas accuser seulement les DAGE et épargner les ministres, qui sont les ordonnateurs des dépenses. Pour la société civile, c'est une occasion en or pour le régime de montrer l'impartialité de la justice tant décriée. Parce que quand il s'agissait de Khalifa Sall, de Karim Wade, très rapidement, ils ont enrôlé le dossier et ils ont montré aux Sénégalais ce qu'ils ont fait. On a vu la célérité avec laquelle les dossiers Karim Khalifa Sall ont été gérés. Donc il faudrait aussi que pour ces dossiers-là, qu'on ne fasse pas du dilatoire. Parce que quand on voit des dérives sur Internet, le lendemain, on voit que les personnes incriminées, cueillies et mises en prison avec beaucoup de célérité. Le vice-président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement estime que seule la Haute Cour de justice peut élucider cette affaire. Pour l'éclatement de la vérité, il faut traduire devant la Haute Cour de justice les ministres cités dans cette affaire. L'Assemblée nationale doit vite installer cette juridiction. C'est une occasion pour la justice de montrer son impartialité. Une chose est sûre, après le régime de Macky Sall, nous allons poursuivre toutes ces personnalités citées dans le rapport. Toutefois, la société civile et l'opposition veillent au grain et attendent le gouvernement sur la suite à donner sur les malversations présumées relevées dans la gestion des fonds Covid-19 qui ont étonné plus d'un. Benno Bokk Yakaar reste suspendu à la décision du président Macky Sall d'être candidat en 2024. Selon la responsable APR Maïmouna Sissoko, le président Sall est le meilleur profil, un avis qu'elle ne partage pas avec le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alassane Seck rappelle au chef de l'État son engagement envers les Sénégalais de se limiter à 2 mandats et d'y regretter la posture de certains alliés au sein de l'APR. Alassane Ba Modou Diop pour les détails. Benno Bokk Yakaar garde encore le flou et semble adopter la même posture que le président de la coalition. Mais selon cette responsable apériste qui défend la 3e candidature du président Sall, tous les partis membres de la dite organisation devraient valider son choix. Nous avons cette chance d'avoir un président de la République qui est proche de nous et qui nous écoute. Et il a engagé de gros chantiers. Et le contexte aujourd'hui fait que nous ne devons pas accepter de faire venir un autre qui va reprendre à zéro. Le Sénégal est sur une bonne pente. Et moi, ce que je crois, c'est que le président de la République, il est encore jeune. Il a l'expertise qu'il nous faut pour continuer à hisser le Sénégal encore plus haut. Mais le président de la Ligue sénégalaise des droits humains voit autrement. Au-delà de la légitimité, le devoir moral oblige le président Macky Sall à ne pas se représenter. Même si elle est légale, si la loi peut-être permet, parce que ça dépendra du Conseil constitutionnel, mais sur le principe, le fait de déposer sa candidature nous pose un problème de légitimité et de morale, d'engagement moral qui a été constaté par toutes les populations. Urbi Orbi, le président avait dit, avait écrit que c'était son second et dernier mandat. Chacun est libre de faire son choix, dira Maïmouna Sissoko. Les autres sont libres de dire non, mais nous, on est libres également de dire oui. C'est notre choix. Et c'est dans ce sillage-là. C'est dans ce sillage-là. Et moi, je suis très républicaine. Je sais que le président de la République, en termes de paix, personne ne peut souhaiter la paix au Sénégal plus que lui. Et maintenant, si ce problème-là ne se pose pas, je pense que le problème juridique aussi ne se pose pas. Mais encore, si les autres partis n'ont pas autant d'ambition, c'est totalement désolant, parce qu'un parti a pour ambition de conquérir le pouvoir. Donc si c'est le cas, que le PS, l'AFP puisse être à la remorque de l'APR pour se protéger ou pour être derrière, c'est totalement incompréhensible. Diamaguène, 3e mandat, dit observer et attendre que le concerné confirme sa participation à la présidentielle de 2024 pour décliner les actions à mener. À présent, ce communiqué du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, le SAMES, qui dit apporter son soutien indéfectible au camarade Alfousseini Gaye, gynécologue obstétricien
en service à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff qui a publiquement émis des craintes relatives à sa sécurité. Le bureau exécutif national du SAMES a pris contact avec le camarade dès les premières heures qui ont suivi sa sortie médiatique pour lui témoigner la solidarité de tous les membres du syndicat. Le SAMES demande à l'État du Sénégal de prendre toutes les dispositions utiles pour lui garantir une sécurité optimale. Le SAMES constate au-delà de cette affaire qu'il est devenu quasi systématique que les rapports d'expertise des praticiens requis par l'autorité judiciaire se retrouvent reproduits in extenso sur la place publique, une situation de nature à exposer de manière récurrente les experts médico-judiciaires ainsi que leurs familles à une insécurité notoire. Le SAMES invite donc tous les acteurs concernés à tout mettre en œuvre pour éradiquer cette forfaiture hautement préjudiciable au service public de la justice. La Chambre de commerce et d'industrie de Dakar et le CICES unissent leurs efforts pour soutenir les hommes d'affaires sénégalais. À travers une convention signée, les deux entités veulent aider les entreprises qui évoluent dans l'informel à se formaliser pour une plus grande visibilité sur le plan international. Abdoulaye Sow est le président de la Chambre de commerce. Il s'en explique au micro de Lissa Prera. Nous avons signé une convention avec le CICES. Et dans le cadre de cette convention de partenariat, c'est pour nous permettre davantage d'organiser notre travail sur le plan national et international. Comme vous le savez, la Chambre de commerce peut convoyer ou diriger des chefs d'entreprise pour la promotion de notre pays. Le CICES aussi peut faire la même chose. Donc le fait de signer ce cadre de concertation peut nous permettre d'harmoniser tout cela. Ce que nous venons de faire avec le CICES, on peut aussi l'étendre pour permettre au secteur privé national de pouvoir parler d'un seul voix. Et pour ce faire, nos services vont travailler dans ce sens et qu'à l'avenir, on doit essayer d'harmoniser nos actions pour quand même partir à l'extérieur faire la promotion de notre pays. Ceci dit, ce partenariat aussi va nous ouvrir d'autres portes. Nous avons visité des stands, nous avons vu aussi les GIE, nous avons aussi listé leurs problèmes et que la Chambre de commerce est en train de travailler, comme vous l'avez visité, sur la formalisation. C'est très important, mais aussi il y a d'autres choses à faire, telles que le code barre et l'autorisation FRA qui va leur permettre de présenter leurs produits sur le plan international. La mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic en croisade contre l'usure qui sévit dans le secteur de la microfinance. Elle appelle l'État à mettre à la disposition de ses agents le fonds de la microfinance pour leur permettre d'emprunter à des taux corrects et de pouvoir rembourser surtout sans difficulté. Nous écoutons tout de suite Moussa Dian qui s'en explique au micro d'Amadouba. C'est une structure quand même qui a été bâtie pour lutter d'abord contre l'usure. Donc les taux d'intérêt élevés, bon, pas des institutions de microfinance, mais les taux d'intérêt que subissaient les agents de l'État. C'était ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense que nous sommes actuellement à, on l'a dit tout à l'heure dans la salle, qu'au départ, l'Assemblée générale constitutive avait regroupé 100 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 37 000 membres. Ça veut dire nettement que véritablement, la MECAP a fait un très grand bond en avant et a pu quand même faire de telle sorte que sa cible puisse être atteinte. De la microfinance, il faut se rappeler que le taux d'usure est fixé à 24%. Ça, c'est le taux qu'aucun SFD, aucune institution de microfinance ne peut dépasser. Ça, c'est la loi. L'État a mis en place des mécanismes qui sont en train d'être mis en œuvre pour impacter sur le taux. Par exemple, nous avons au niveau du ministère de la microfinance le Fonds national de la microfinance qui a été créé en 2020 par le président de la République. Alors ce fonds-là, sa mission, c'est de faire de telle sorte que
les institutions de microfinance puissent disposer de ressources longues. Il y a un autre mécanisme également de ressources longues à des taux vraiment allégés. Parce que ça permettra au SFD d'avoir des ressources. Par exemple, s'ils ont des ressources avec des taux de 2-3%, ils peuvent prêter à un taux de moins de 2 chiffres. Contrairement aux banques. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté encore une fois. Excellente fête de Noël à toute la communauté chrétienne qui nous suit ce soir. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah, avec grand plaisir. Mais restez avec nous, un beau programme vous attend justement pour le réveillon de Noël sur la TFM.